Je n'ai pas grandi en rêvant d'aller en Amérique. Je pensais que j'y étais déjà. Mon père était parti en Amérique. Les pères de mes amis étaient partis en Amérique. Dans mon petit village, on sentait une étrange proximité avec les espaces et les cités immenses. Aux cartes géographiques de la péninsule s'ajoutait une géographie sentimentale, et on se sentait proche de ces lieux lointains, inconnus. Avec le temps, l'immigration devient un héritage. De père en fils, de mère en fille, c'est une histoire qu'on se raconte. Parfois, c'est une chanson d'amour. Angelo trouve les notes, son père Carmine écrit la parole, et Coco, sa fille, prête sa voix. Ça, c'est l'histoire de Celestina. Elle a une histoire d'amour incroyable. C'est l'histoire de tellement de femmes aussi qui est venue ici à rencontrer son mari. C'est un amour toujours qui montait, et puis même actuellement, on en parle, et puis c'est merveilleux. Ouais, c'est ça. Come è iniziata questa storia di amore con Nazario? È iniziata da piccolo bambino. Piccolo. Siamo ingranditi assieme. Una volta era fatta 14-15 anni. Mia madre mi mandava alla scuola di cucire. Mi ha incontrato, mi ha stretto sotto al cappotto e mi ha dato tanti baci. Piccola età. E quelli baci che mi ha dato non ce ne è mai scordato. Ci siamo fidanzati. Prima che è partita la guerra, ci siamo fidanzati. Una cartolina al giorno. Io ricevevo da mio marito una cartolina al giorno. Un postiere che mi portava alla posta. Celestina, ma tuo fidanzato non ci stanca mai. Dopo è andato in America? Sì. Siete stati separati per un po' di tempo? Beh, 6 anni. 6 anni è stato solo qui. Dopo 6 anni mi ha chiamato. Cosa vi ricordate di quel giorno quando la nave È fermata. C'è stata una grande festa nel Batù. Una grandissima festa. Quando mio marito, dopo 6 anni, che ha visto i figli, ha abbracciato prima i figli e poi ha abbracciato a me. È stata una gioia, una gioia che non ci siamo mai scordati e non me ne scorderò mai.
Nazario com'era? Come l'ha trovato? Oh, Nazario bellissimo, l'ho trovato giovane, bellissimo. Mio marito è stato sempre un bravo uomo, un bravo Era giovane. contento di vedervi? E come era contento, e come era contento. È stato sempre contento, non ha avuto mai difficoltà della sua moglie. È stato sempre fedele, mio marito. Sempre fedele a sua moglie. E così abbiamo tirato la vita. Là, on revient avec encore. Questo è il mio piccolo Matteo, quando siamo arrivati in America. Questo è mio padre, è venuto in America nel 1900. Questi sono tutti e tre i miei figli. Come si viveva miseramente. La miseria che c'era, i finitori del mondo, i poveri gente. Solo chi l'ha visto lo crede, chi non l'ha visto non lo crede. Che per tirare avanti, poveri italiani, io la campagna, io raccogliendo roba per l'inverno. Facevano i barili di cicoria per l'inverno. Poveretti, non hanno passati gli italiani qui, non hanno passati, di miseria, di mal veduto vedere, che non potevano vedere gli italiani. Chi ti diceva mangia macaroni, chi ti diceva questo, tutti quanti dicevano qualche cosa. Non vi vedevano di buon No. Poi piano piano. Guardano i bastimenti, guardano assai lontane, cantano a bordo so napoletane. Ça, c'est le vin que j'ai planté les raisins de mon jardin. Goûtez-vous ça. Vin gallon. Tu avec raisin de ton propre jardin. Oui, vin gallon. Et quel type d'autres choses tu vous faites? Les saucisses, le mois de février. Et la femme fa le vin, la pizza, la grappa. Oui, Faccio sempre quelle 5-6 quintali all'anno, tipo un motore, in più che meno. 5-6 quintali hai detto? Sì. E quanti galloni sono? Quante... Faccio 200-300 boccacce perché le faccio anche con i miei figli. Ecco, le melenzane, peperoni, tutto. vai via la Santella. Quando è stata la prima volta che hai lasciato l'Italia? 1951, in Belgio. Sono stato 6 anni lì. E dal tuo paese c'era molta gente che si muoveva? Quasi, abbastanza. Andavano cercando il lavoro, perché non ce n'era. In Italia non c'era troppo lavoro dopo la guerra, non c'era troppo lavoro. E allora siamo stati obbligati a emigrare. Mi faceva male perché lasciavo mia moglie e 2 bambini. Mio figlio aveva 3 mesi.
Mario dopo hai deciso di venire in Canada. Dopo, sì. Ho deciso di venire in Canada. Se ci dava fama. Dove? Campione. E buoni. So se può, lascia la nera rossa, lascia la rossa, sono magari. Una nera. Lo punto è nero. Nero. Vieni da qua. Oh Signore mio Dio, perdonate i peccatori. A nera, pigliamo. Ti metto nato. Fuoco, chi veste? Stanno con questo. Oh, so se muovesso. Metti la rossa, tu sta la verde là. E chi legge la nera? Comme mes parents, Angelo et Mario font partie de la deuxième vague d'immigration italienne au Canada. C'était les années 50, 60. Cette vague d'immigration d'après-guerre faisait écho au grand mouvement migratoire du début du siècle dernier. L'image de ces Siciliens, Napolitains, Vénitiens, foulant la terre promise avec leurs valises de carton, fait désormais partie de l'iconographie populaire américaine. Mais les Italiens ont découvert l'Amérique bien avant l'aube du XXe siècle. En fait, l'immigration italienne au Canada s'inscrit dans un mouvement historique qui prend son origine au XVe siècle. Il Rinascimento, la Renaissance, c'est le coup d'envoi de la philosophie et de la médecine moderne. C'est aussi le renouvellement de la peinture, de l'ingénierie, de l'architecture et du droit en Europe. À cette époque, l'Italie occupe une position de premier plan dans les mathématiques, l'astronomie et la géographie, sciences essentielles au développement de la navigation. Les grands explorateurs, Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci et Giovanni da Verrazzano, sont les contemporains de Leonardo, Michelangelo, Machiavelli. Je m'en vais à l'Amérique. Ok. Mais Non, moi, je à dis... l'Amérique. Amérique. A, apostrophe, America. Ah, ok. Ok. América. Ensuite, ça fait mai pensavo. Prononce come ça. America. América. America. Lei, Ouais. faut pas trop le prononcer. America. América. C'est manger une syllabe. C'est faut la manger comme Oui. Pour être napolitaine, America. América. America, America. Jamais un mot n'a renfermé autant d'espoir. America, America. Un chant de sirène pour des millions d'ouvriers dont la patrie s'était révélée une mer exsangue. En 1880, l'Italie faisait ses premiers pas en tant que république. C'était une Italie jeune et pauvre. Et ces nouveaux pays, l'Italia Redenta, étaient loin d'être un pays pour tous. 500 000 habitants y mouraient chaque année. Malaria, choléra, malnutrition. Des champs de petites croix blanches poussaient à travers la péninsule. La moitié des morts étaient des enfants. Pour voter, il fallait payer une lourde taxe.
Malgré les promesses d'une nouvelle Italie, les masses populaires restent exclues. Pour ces pauvres gens, l'Amérique devenait la patrie que l'Italie n'avait jamais su être. Au tournant du siècle, cet exode prendra des dimensions bibliques. Les immigrants italiens voulaient croire au mythe de nouveaux mondes aux avenues pavées d'or. Mais une fois débarqués, ils apprenaient vite 3 vérités. Premièrement, les rues de l'Amérique n'étaient pas pavées d'or. Deuxièmement, elles n'étaient pas pavées du tout. Et troisièmement, ils étaient là pour les paver. Cette photo, pour moi, c'est très important. Pas important parce que un de ces personnages, c'est mon père. Parce qu'il faut appeler personnage, comme dans un film. Je viens d'une famille, comme plusieurs comme moi, de la famille de gens qui ont immigré, une famille d'immigration. Mon père, c'était un vrai valeur de job. C'était un vrai immigrant. Lui est allé, avant tout, il a fait la guerre. C'était aussi une immigration en Afrique. Puis après, il est allé en France, en Suisse, en Allemagne, ici, dans le nord d'Italie. Mais aujourd'hui, il est parti pour toujours à immigrer au-delà. Mon père, j'ai dit tantôt, il voyageait tout le temps. Pas parce qu'il aimait voyager. Je dis, c'est pas un gitan, c'est pas un bohème, mais c'est parce que pour la nécessité, parce qu'il avait une famille, il voulait faire un bond en avant, il voulait que sa famille puisse vivre mieux que... Est-ce que tu t'ennuyais de ton père quand il était parti? Franchement, la vérité, non. Parce que quand il n'était pas là, il y avait moins de problèmes, moins de tapes, moins de claques, moins de chicanes. Parce que mon père était très sévère. Sévère, comme tous les pères étaient sévères dans cette époque-là. Sévère parce que la misère fait devenir méchant, fait devenir dur. Donc, c'était aussi des fois question de se défouler. Ça marche pas bien, ah oui, tais-toi. Les enfants, des fois, ils payent le prix de certaines amertures, certaines amaritimes, certaines rages, tant de choses accumulées ensemble. Moi, on a eu de bons rapports avec mon père à la fin de ce jour. Le hasard de la vie. Hein. Mon fils est venu au monde le jour d'avant. Le jour après, ma mère m'appelle pour dire si je voulais voir mon père avant de mourir. Moi, je pars à l'avion, je m'envoie là-bas, je pensais qu'il était mort. Il n'était pas mort, il s'est sauvé. Je suis retourné en auto. Alors moi, je l'ai amené, je le mettais dans l'auto, je faisais faire des tours. Alors, imagine, lui, dans l'année, il ne sortait jamais. Moi, j'arrivais, je l'amenais dans l'auto, puis je l'amenais voir toutes les places que moi, je savais que lui aimait, les places pour lui importantes, où il avait travaillé, parce que ses souvenirs à lui, c'est le travail. Parce qu'il a toujours travaillé, donc ses souvenirs, c'était le travail. Donc, je l'amenais tel pont où il a travaillé, telle maison qu'il a bâtie. Alors, lui, il regardait ça, il aimait ça, puis il m'expliquait. Oh, t'es encore ici, t'es encore intact, c'est bon, c'est... Ah, puis on parlait, puis je l'ai amené à la mer un jour. Jamais été à la mer, jamais été. À l'âge de 75 ans à la mer, pour lui, c'était impossible. Mon père, pour lui, c'était l'autorité. Mais avec la maladie, mon père acceptait qu'on puisse être égal. On pouvait... Au fond, il avait besoin de moi. Comme moi, j'avais besoin de lui quand il était petit. Donc, ces deux choses, ils sont retrouvées. Lui, c'était l'enfant maintenant, moi, j'étais l'adulte. Parce que moi, je le prenais, j'étais dur après. Ah oui, marche vite avec moi. Lui dit, mais moi, je ne suis pas capable. Ah oui, tu peux venir, embarque dans l'auto, on va... Alors, mais il était content, même si j'étais comme ça, un peu, disons, pas dur, mais un peu brut. Il aimait ça.
Mais ça parce que je m'occupais de lui. Alors il attendait, moi je l'appelais au téléphone, ah, je m'en viens en Italie cette année. Mais oui, t'es sûr que tu viens parce qu'il attendait que j'aille. Parce que pour lui, c'était le seul moment qu'il puisse encore revivre le passé. Alors on s'est rapprochés, mais à la fin, quand vraiment on pouvait faire des choses. Avant, on pouvait faire ce qu'on a fait en dernier. J'espère que moi, avec mes enfants, je ne voudrais pas qu'un jour mon fils il va dire la même chose devant un camarade, dire moi, mon père, on s'est rapprochés quand il devait mourir. Quand tu es immigrant, c'est toujours immigrant. Et la seule façon de changer, les immigrants ont compris, c'est d'avoir un levier économique. Aujourd'hui, tu peux rencontrer des Italiens qui sont des employeurs, des Italiens qui sont des professionnels. Quand je parle d'italien, je ne veux pas parler du point de vue nationalité, je parle de ce groupe d'immigrants que des années 50 aujourd'hui ont fait des pas de géants, ils ont travaillé fort. C'est pas pour rien que tu vois dans la communauté italienne, c'est rare de trouver quelqu'un qui est sous bien social. Et même, je parle des années 60, 70, aller sans chômage, c'était une honte. Moi, je me rappelle, une fois sur le chômage, mon frère il disait hey, c'est la honte du quartier, tu veux aller travailler parce que le monde il parle de toi, c'était vraiment. Et c'est facile, je ne dis pas parce que le travail, je ne veux pas non plus faire le discours que le travail valorise l'homme, etc., etc., c'est pas de ça, mais dire, ils ont travaillé pour améliorer leur sort, pour faire si qu'ils puissent être partie intégrante de cette société, d'avoir un mot à dire, d'avoir aussi des décisions à n'importe quel niveau. Pour faire ça, ils ont travaillé. Des fois, ils ont travaillé fort en sacrifiant aussi certains aspects qu'on dit aujourd'hui, à tort raison culturelle. Oh, les Italiens, oh, mettons, telle personne, tel grec, ils ne sont pas allés souvent au cinéma, ils ne sont pas allés au théâtre, ils n'ont pas connu Michel Tremblay, ils n'ont pas connu Ronald Cohen, ils sont presque des abrutis, mais je pense, peut-être, à tort raison, ils ont fait tout ça aussi pour un objectif de donner à leurs enfants la possibilité de vivre à égal égal. Il n'y a qu'un paradis, le paradis du foyer. Il n'y avait qu'un Éden, le jardin, où ils pouvaient rester petits-enfants, même adultes. Parmi les souvenirs de mon enfance, il y a le départ. Des scènes désespérées qui se jouaient devant tout le village. Le départ avait lieu le soir, ponctuel comme les cloches de l'Ave Maria. Tout le monde pleurait. Les larmes, comme les rires, c'est contagieux. Je n'avais pas pleuré au départ de mon père, j'étais trop petit. Quand il m'est apparu, finalement, un jour d'été, c'était comme si, à un fils, naissait un père. Je le suivais partout, comme pour les fermiers pour toujours, et mettre du vrai dans cette relation, vécue dans l'imaginaire. L'histoire de l'immigration est une histoire de fracture. C'est l'histoire d'une distance, au-delà des distances et des parcours géographiques. When we were in Italy and my father would go out with the men the way Italian men do. They go out, they leave their wife. He would take me along. The photo on Mimosa, he's out with his friends and there's a festa fair and he's winning a prize for me. So I was extremely attached to my father, so it was very painful being separated from him. I wanted to be in America where my father was. What was your reaction when you saw him again? I didn't recognize him. I started to cry. Not that my mother remembers this. I thought my mother had taken up with another man, and this was not my father. So here I am, anxious. You know, I've missed him for a year. I love him very much.
You know, I'm dying to see him. I'm so excited. And this man who approaches us at the train station, I don't know who he is. I turn away, I cry. It's not my father. All I recall, as if, you know, burned in acid on, is not recognizing my father as my father, a stranger. And I think that is profoundly disturbing, you know. Profoundly disturbing to see your father. I mean, if it happened to your father or your mother as stranger, I think it would be equally disturbing. Do you think that this break, in a way, can be also a metaphor of that kind of distances, of the kind of price that immigration imposes on families? Yes. The father leaving. And even on the self, you know, because certainly my parents have been very uneasy and moving back and forth, trying to move back to Italy and then coming back. And, you know, they've done this 3 times. There's an image of the Sargasso Sea. You leave, but you never reach the destination. Particularly for my father, because I think my mother would never have made the journey back, because for her, her primary identification is family, you know. But my father has something else that he's trying to find again that keeps him restless. What do you think he's looking for? A home, I guess, you know. Unqualified home, but there isn't one. These are good poems you have here, Lucia, but what you think about Italy? A country of dark men full of violence and laughter, a country that drives its women to dumb despair. That's not nice what you say. You think it's very different here. You got to tell the truth when you write, like the Bible. I'm your father, Lucia. Remember, I know you. I too feel this displacement profoundly, but this displacement is the source of my creative work, you know. The Russian futurists talked about displacement as being a technique, for, you know, that one deliberately engages in. Well, sometimes your life gives it to you. So this is the gift my father gave me, was the gift of displacement and the gift of being stranger even to myself. And so my collected poem is called Stranger in You. The stranger is in you. I have his face, his eyes, his hands, his anxious desire to know everything, to think, to write everything, his anxious desire to be heard. And we love each other and say nothing. We love each other in that country we couldn't live in. Cammina, cammina. Cammina, cammina. E non saccio dove va. E non saccio dove va. Sto che sembra ubriaca. Sto che sembra ubriaca. E non beve mai vino. E non beve mai vino. Ha già fatto una volta. Ha già fatto una volta. A Maronna da neve. Amarona la neve. Si mi passa sta freva. Si mi passa sta freva. Ora è perla. Ora perla. La do. Ti cerca. Ti cerca. Ti voglia. Ti voglia. Ti pensa. Ti pensa. Ti pensa. Ti pensa. Ti chiama. Ti chiama. Ti voglia.
te voglio. E nanna, E nanna, ci pensa che nanna, ci pensa che nanna, che soglia, che soglia, che pace, pace. non vanno trovare. Non vanno trovare. Celle-là, ça change. Non, mais elle la change après ça. Elle fait. Cuore, cuore, mio cuore. Cuore, cuore, mio cuore. Cuore, cuore, mio cuore. Cuore, cuore, mio cuore. Le nom Amérique apparaît pour la première fois en 1507, en hommage au Florentin Amerigo Vespucci, le premier navigateur, qui comprit que les terres découvertes par Christophe Colomb faisaient partie d'un nouveau continent. Sans destination précise, presque sans espoir de retour, les grands explorateurs devaient compter sur les étoiles, leur courage et l'art essentiel de l'improvisation. Giovanni Caboto, né à Gênes, mais citoyen vénitien, quitte le port de Bristol en 1497 avec son fils Bastiano et seulement 18 hommes d'équipage. « 53 jours plus tard, il accoste sur Terranova, l'île de Terre-Neuve. Caboto fait hisser le drapeau de Saint-Georges, patron de l'Angleterre, et celui de Saint-Marc, pour indiquer que sa découverte est l'œuvre d'un fils adoptif de la Sérénissime République de Venise. Ça fait 45 ans qu'il reste ici, moi, à Montréal. Toujours dans le même bout. Et la première fois que tu as vu la neige, qu'est-ce que tu as pensé? Je pensais, je savais bien que le Canada est plein de neige. C'est le nord. C'est le nord d'Amérique. Et je pensais à ça, mais pas comme ça de même. Et après toutes ces années, tu t'es habitué? Non, je n'ai jamais habitué. Prima che ci vuole. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? 40 ans. E 30 ans. più, questa è 30 Pas anni. mal, beaucoup de temps. 20 Siamo ans. due frati. Questo vale oggi, quando uno si vuole bene. Bravo. Beh, che c'è rimasto più, di più. Vogliono bene a tutti. Io solo, io solo. Dans les cafés italiens au Canada, des poètes comme Salvatore perpétuent une tradition orale qui existe depuis Homère, l'Odyssée d'une vie raccontée d'une génération a l'autre. E ci giravamo, andavamo verso un'altra città, si chiamava Ivanizza, dove là abbiamo fatto un grande attacco, 5 ore di fuoco, con le fasce di pezza nei piedi, caldo, freddo, acqua. Mentre così il mio capitano, un capitano quando mi è alto, mi ha detto, dice, vieni con me. C'erano le frasche alte, alberetti, e ci siamo messi nascosti là, mentre due
tedeschi, giovani, 17-18 anni, sono montati sopra per fare un bisogno. Allora come si sono abbassati, noi coi mitra, abbiamo puntato, alzati. Si sono alzati, tira lo stivale. Si è tirato lo stivale, l'abbiamo messo, io e lui, loro tremavano, che gli dicevo ora ci ammazzano. No, non avevo paura. Salvatore, quando avete puntato i mitra ai tedeschi là, che stavano a fare i bisogni, l'espressione della faccia loro, com'era? Avevano paura? Da morire, loro tremavano. Cioè, dico, non tremare, non tremare. L'ho preso, ci ho dato la mano, ci ho dato un bacione, vattene, ci ho detto, scappa. E sono scappati loro. E noi abbiamo corso di corsa pure. Ce ne siamo andati. À la fin du XVe siècle, le pape Alexandre VI, neveu du roi d'Espagne, d'un trait de plume partage le Nouveau Monde en deux. Le Brésil va au Portugal et tout le reste à l'Espagne. Même si François Ier ne tient pas compte de cet édit, la France se laisse distancer. Le Portugal avait eu Vasco da Gama, l'Espagne Cristoforo Colombo, l'Angleterre Giovanni Caboto. Pour s'assurer une place dans la course à la conquête, François Ier nommera Giovanni da Verrazzano, grand pilote de France. Toscan, originaire de la région du Chianti, Verrazzano reçoit son baptême de mer à Livorno. Pendant sa jeunesse, il parcourt la Méditerranée de long en large. Si François Ier autorise l'expédition, ce sont des banquiers et des hommes d'affaires florentins qui en assurent le financement. Si bien qu'un beau matin de l'an de grâce 1524, Giovanni da Verrazzano et son frère Girolamo quittent le port de Dieppe à bord de la Dauphine. Après 25 jours de navigation, l'explorateur aperçoit les rivages. La terre qu'il voit deviendra la Caroline du Nord, l'équipage de la Dauphine. Une cinquantaine d'hommes débarquent près de Cape Fear. Verrazzano longe les côtes jusqu'à la baie où se trouve aujourd'hui la ville de New York. Il nommera ces lieux Angoulême, en l'honneur de François Ier, comte d'Angoulême, et continuera de voguer en bâtissant de noms français et toscans les nouveaux territoires rencontrés. C'est à Giovanni da Verrazzano qu'on doit les premières descriptions des côtes et des populations d'Amérique du Nord. On juge qu'ils soient très charitables et compassionnés envers leurs parents. Dans leur perte, ils expriment leur douleur avec de longues lamentations, mélangées à des chants qui rappellent les événements heureux dans la vie du mort, comme c'est l'habitude des Siciliens. Quittant la baie de New York, Verrazzano continue sa progression vers le nord, où il longe la côte du Maine et celle de la Nouvelle-Écosse. Il désigne des terres découvertes par le nom de Francesca, Nova Gallia, Nuova Francia, Nouvelle-France. Arcadia, qui avec le temps deviendra Acadie. De la toponymie de Verrazzano,
Il ne reste que des traces historiques. Mais sur la première carte du village d'Oscelega, dessinée par le Vénitien Giovanni Battista Ramuzio, on retrouve un nom qui continue de résonner à travers le temps. Montréal. Québécois, nous sommes des Québécois. Le Québec sera fait s'il ne se laisse pas faire. Et la chanson, nous sommes Québécois, nous sommes Québécois. Ouais. Na, 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 na. C'est ça, là, oui. J'avais ça, moi, puis... moi, je savais pas ce texte-là. C'est François Guy qui a fait le texte en français. Moi, la chanson originale s'appelait America. C'est ça. C'était en anglais, la chanson. On l'a traduit, ça a donné québécois. Ah. Ok, parliamo. J'ai commencé dans des noces italiennes. Toujours dans la petite Italie. Ça a toujours parti de là. Cette chanson, c'était comme une hymne nationale à l'époque. Tu ne trouves pas ça ironique que c'est un Napolitain qui l'a écrit? Ben, c'est pas l'hymne national. Québécois, la chanson... Oui, ça, c'est ironique, oui. Ça, c'est très drôle, ça. Oui. Mais à ce moment-là, j'ai même pas pensé à ça. Parce qu'au fait, ça a été fait en 69, ça. Ça faisait 10 ans que j'étais ici. Donc, c'était pas très long, hein, au fond. Mais là, en vieillissant, tu le réalises, là, tu sais. Mais quand t'as 20 ans, tu penses pas à ça, ces choses-là. Mais c'était assez bizarre. Ouais. Toste, toste, e fa la mosse, nu bobo scornose, ma cata fa. Toi? Mais moi, que je viens de Naples, même si j'ai 42 ans, plus 50 ans des pays étrangers, j'ai resté napolitaine. Et j'aimerais rester ça jusqu'à la mort. Jamais j'ai perdu la nostalgie. Jamais. Pardonnez-moi tout le monde, mais j'ai la nostalgie d'Italie. E piano piano, cresciuta piccola, ho cambiato pure la melatuna, un olivo. È vero. È l'unica pianta di olive che ho io in Canada, quella. Tutti in Canada non c'hanno. C'ho io quella là. È vero. Guarda, la prima oliva in italiano che fa vedere a tutti in Canada la prima oliva, il frutto. Facciamo 10 bucce di pomodoro, eh? E chi lavora? Michele. Signora, da quanto tempo siete sposati? 50 anni che abbiamo sposati. 50 anni di matrimonio con il signor Lavilla, con Michele Lavilla. E come sono stati questi 50 anni? Non c'è male. Un giorno arrabbiato, un giorno bene, state bene. Ho 3 figli veramente, tutti e 3 bravi. In Italia abbiamo lavorato assai, pure in Italia. Quando siamo venuti qua non abbiamo fatto debiti, abbiamo pagato tutto. Sono arrivato qui al 57. Dal 57 ho cominciato a piantare le piante, le fiche, tutte queste cose, i fiori. Adesso sto piantando l'olivo. Come mai l'ulivo? Beh, per la passione ho piantato, per vederle belle grandi. Adesso sono piccoline, ma si fanno grandi. L'arte. Tra scultori, pittori, cantanti e musicisti, tutti risentono di essere un po' artisti. Tra nascosti segreti, un po' anche poeti. E per questi doni
io ne ringrazio il Signore. Era più lunga, ma non la ricordo tutta. La faccia Maria, sto che mezza via, spero di vedere. Mi pare che mo sarà, Mi sono sempre lanciato a quello che era possibile e tante volte anche l'impossibile mi sforzavo e sono riuscito ad andare avanti. È una maniera di sentirsi vicino dell'Italia. Esatto, come se fosse sempre nella presenza, idealmente, nel sentimento. E quando penso delle cose principali, sembra di vederle. Anche nel sonno, tante volte sogno di essere in quei luoghi. Ma purtroppo alla sveglia tutto è invano. E questo è... Non avrei altro da aggiungere perché sarebbe troppo nel prolungarmi. Ripeto, ci vorrebbe un romanzo di 1000 pagine, sarebbero poco. Toast. Toast. Même pour le premier? Oui. Ok. Toast à napolitaine. Il n'y a pas. C'est toast. Toast et fanamos. Ma che significa toast? Je ne sais pas. Dur, c'est ça que veut dire. Dur? Ok. Prononcia come ça, et figue. Et figue. Non, et figue. Et figue. C'est napolitaine. Ok. 3, 4. Cuore stretto e una lettera, una fotografia ad un sorriso. Toast, un cane rosso. Si dice toast. Ok. Toast. Ok. T'as compris, ça, Oui, je tu t'en sais. souvenais pas. OK, essaye-le encore, ce bout-là, OK? Ok. Juste un petit shot. 1, 2, 3, 4. Cuore stretto. Francesco Giuseppe Bressani, cartographe et jésuite romain, fait partie des aventuriers téméraires qui ont exploré le Nouveau Monde. Ces hommes parcouraient d'énormes distances dans les terres sauvages. Rien ne les arrêtait, ni le froid, ni la faim, ni la violence. Les pouvoirs européens se livraient à une guerre de conquête en prenant pour alliés les tribus amérindiennes. Dans ce contexte, les jésuites étaient souvent identifiés à l'ennemi. Même s'ils n'étaient pas de la bataille, ils devaient parfois payer de leur vie la cruauté infligée aux peuples autochtones. Après 5 ans de séjour et d'enseignement en Nouvelle-France, Bressani est capturé par les Iroquois. Révérend Père en Christ, la paix soit avec vous. Je ne sais pas si votre paternité pourra reconnaître la lettre d'un pauvre estropié. La lettre est mal écrite. Elle est sale, puisqu'à part bien d'autres difficultés, celui qui l'écrit
à seulement un doigt entier de la main droite. Il est difficile que le papier ne se salisse pas avec le sang qui sort des plaies, pas encore guéries. Je me sers de la poudre d'une arquebuse comme encre. Ma table, c'est le sol. J'écris du pays des Iroquois où je suis prisonnier. Après plus d'un mois de torture continue, on lui apprend qu'il sera brûlé et mangé. Avec son sens de l'humour typiquement romain, le père Bressani écrit qu'il aurait espéré qu'on l'engraisse un peu avant. Mais l'essor en décidera autrement. Il sera vendu 2 fois. D'abord à une femme indienne, puis aux Hollandais, qui le libèrent. Un an après, Bressani participera au premier traité de paix entre Hurons et Iroquois. Mais sa contribution à l'histoire du Canada est dans ses écrits, une des toutes premières descriptions des peuples autochtones, faite avec un regard moderne et objectif qui souligne la richesse et la profondeur des Premières Nations. Pendant qu'il admirait la brousse ontarienne qui encerclait les camps réservés aux ennemis étrangers à Petawawa, Widoninkeri a dû se poser des questions sur les sorts étranges qui l'avaient amené au Québec en 1914. Peintre talentueux et inspiré, Ninkeri a décoré une centaine d'églises à travers le Québec, le Canada et les États-Unis, introduisant l'art de la fresque et laissant la lumière chaude de sa Toscane natale dans des réserves indiennes, des cathédrales et des églises de village. Mais seul son portrait de Mussolini retient l'attention des autorités, ce qui lui vaut un billet pour les camps des prisonniers de guerre de Petawawa. Ici, papa a vraiment montré d'une façon tangible ce dont il était capable de faire dans le domaine de l'art religieux. C'est sa conception à lui. Ce qu'on voit ici, là, c'est typiquement Guido Ninkeri. Tout l'intérieur est sorti de sa plume. L'architecture, les fresques, tous les plans des marbres, même les bancs puis le plancher en marbre. Il était très croyant, j'imagine. Oh, profondément croyant. Profondément croyant. Et s'il n'avait pas été croyant, là, dans le sens fort du mot, il n'aurait pas réalisé ce qu'il a réalisé. Pourquoi? Parce que ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. Est-ce que vous vous rappelez ces jours quand votre père a été interné? Ah oui. Malheureusement, c'est une période très pénible pour nous. Et puis, j'oublierai jamais quand on a eu la nouvelle, une lettre de papa dans laquelle nous annonçait après son nom, il fallait écrire P.O.W., Prisoner of War. On ne pouvait pas s'imaginer qu'une chose semblable lui serait arrivée. 10 juin 1940, l'Italie du Duce déclare la guerre à l'Angleterre. À Montréal, une chasse à l'homme sans précédent est lancée.
tout ce qui ressemble à un Italien est arrêté. Le Canada instaure la loi des mesures de guerre. 17 000 Italiens sont fichés et obligés de se présenter chaque mois à la gendarmerie royale. Ha suonato la campana mio marito, col pigiama, è andato a aprire la porta. Ha aperto la porta, sono entrato, l'hanno acchiappato. Ha detto, mio marito, dice, io me ne vengo da lavorare, ancora non sono finito manco da vestire. Dice, che andate a trovare? L'hanno preso e l'hanno portato. L'hanno portato a qualche parte nelle carceri. L'hanno lasciato e ci hanno dato una carta che ogni mese ci dovevamo andare a registrare e prendere le mani, io con i miei figli e mio marito. Le impronte digitali? Non mi ricordo quando è durato, ma è durato con un lungo tempo. E dovevate dare ogni mese? Ogni mese andammo a registrare. Perché eravate pericolosi? Siamo pericolosi. Una donna che 3 figli, mio marito che lavorava notte e giorno per fare un pochettino di pane con i suoi figli. Siamo cattive persone. Chi ti chiamava così, chi ti chiamava così, chi ti diceva macaroni, chi ti diceva mangia suppi. L'abbiamo passato. Solo mio marito è stato lasciato. Solo lui è stato lasciato. E l'altro sono stati tutti prigionieri. Il prete della chiesa, come si chiamava? Padre Maltempo è stato prigioniero. Il dottor Danni è stato prigioniero. Il dottor Mangusi è stato prigioniero. Sono tutti italiani. Sono stati tutti prigionieri e sono stati prigionieri per lungo tempo. Perché? E poi, perché? Che hanno voluto loro così. E dopo l'hanno lasciato. E le famiglie di questi prigionieri? E la famiglia di mio marito lavorava. Chissà che guadagnare un soldo come faceva. E portava tutti i settimane, ogni 15 giorni che prendeva la paga, portava qualche cosa a Madame Manguso. Che Madame Manguso ci moriva di fame. Non teneva niente, poveretta. E portava qualche cosa a Madame Manguso. Pour avoir une idée plus complète de la présence italienne au Canada, il faut visiter Turin. C'est dans cette ville qu'on retrouve le Palazzo Carignano. Cet édifice est le témoin, par sa décoration stylisée à partir d'un symbole iroquois, de l'aventure du régiment Carignano-Salière en Nouvelle-France. Formé principalement des Piémontais, des Vénitiens et des Savoyards, le régiment Carignano-Salière fut envoyé en Nouvelle-France par le prince Francesco de Savoie pour protéger la jeune colonie française de la menace des Iroquois. Après leur engagement, plusieurs de ces militaires décidèrent de s'installer en Nouvelle-France. Et semble-t-il que des noms comme Martin et Lorrain ont leur racine dans Martini et Lorini. Mais si ces premiers pionniers se sont fondus dans les paysages, d'autres Italiens ont influencé directement l'histoire. Au jour le plus tragique de la Nouvelle-France,
Francesco Carlo Burlamacchi, originaire de Lucca, essayera de renverser les cours de l'histoire. Burlamacchi est envoyé en Nouvelle-France par Louis XV pour, au besoin, remplacer le général Montcalm. En Nouvelle-France, Burlamacchi va de victoire en victoire et joue un rôle central dans la déroute de l'armée britannique du général Amherst. Pendant les 20 minutes décisives des plaines d'Abraham, il est en charge de la défense de Montréal. Quelques mois après la défaite de Montcalm, avec les seigneurs de Lévis, Burlamacchi est un des deux protagonistes de la dernière bataille pour la Nouvelle-France. Dans l'affrontement, Burlamacchi est gravement blessé. C'est la fin de sa carrière militaire. C'est aussi la fin de la Nouvelle-France. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, ni celle de la saga des Italiens au Canada. Lorsqu'on contemple le pont de Fragasso, l'autoroute de l'Alaska de Franceschini, ou tout simplement un jardin de figuiers au cœur de Montréal, on voit que la présence italienne continue à travers le temps de créer des espaces vivants et inspirés. Lucchesi, Roncarelli, Del Vecchio, Donegani, Catelli, l'histoire continue. Les immigrants italiens auront autant d'impact sur le Canada que le Canada en aura sur eux. Ici, l'Italien qui n'a jamais travaillé en Italie, là, ici il travaille, comme moi. J'ai jamais travaillé en Italie, là. Jamais. Mais quand je suis arrivé ici, là, il n'y avait pas de papa en arrière, ni de mère. Moi, je ne connaissais pas un mot de français. Mon plaisir, c'était d'apprendre la langue française, avant tout. Je travaillais dans le Canada. Les premiers jours que je suis arrivé, le soir, on est allé voir un homme qui venait de mon pays, un milliardaire, Frank de Rice, des Piles de Sainte-Catherine, le restaurant. Il a dit, veux-tu travailler? Fais la vaisselle. Toi, quelle impression tu as eue du Québec quand tu es arrivé? La première impression, visuelle, une ruelle. J'ai vu une ruelle le matin en me réveillant où on habitait dans la petite Italie. Mais là, c'est un quartier italien, nous, hein? Je me suis aperçu que c'était tous des Italiens. Tu sais, la plupart étaient comme moi, ils arrivaient, on se parlait en italien, là. Tu as été très impressionné par le grand symbole de l'Amérique qui était... Le toaster. Le grille-pain. Moi, j'ai été élevé en dehors de Naples, chez ma grand-mère, le toaster. Et puis le toaster, ça nous a pris du temps d'avoir un toaster. Quand on a eu un, on a mangé des toasts pendant 2-3 mois. On était tellement impressionnés. Juste le fait que c'était du pain tranché blanc, chose qu'en Italie, à cette époque-là, nous, on avait les pains de blé entiers. Là, comme maintenant, ils ont maintenant, ici, là, ils en font un culte. Nous, on était élevés comme ça. C'était le déjeuner le matin, ça. Une tranche de pain de blé entier cuite avec de l'ail, puis de l'orégano, puis de l'huile d'olive. C'était ça, des fois, des déjeuners en Italie. Avete mai pensato di emigrare? No, mai. La nostra città è troppo bella. Napoli è sempre Napoli. Napoli, a Napoli, a dormire.
napolitain parce qu'elle aime chanter le napolitain parce qu'il chante bien. Les mots sont gras, sont huilés, quoi. Ils ont un bon rythme et des belles histoires parce qu'on dirait que ça se compte mieux en napolitain. Il y a toujours un sens d'humour en plus, toujours prête. Le sens d'humour est toujours là qui t'attend au coin de la rue. En napolitain, toujours là, dans n'importe quoi, même dans la mort. Ouais, c'est drôle, hein? Pourquoi tu dis même dans la mort? Mais même dans la mort, il y a un sens d'humour. Genre à Naples, quand ils exposent, ils mettent une cloche. Si le mort d'ennui tire la cloche, il est vivant. Tu sais, des trucs comme ça. Mais je veux dire, le gars, il est mort. Là. Ça fait quand même un bon 48 heures qui est Aldila. Puis, hein, tu le sais, hein, les superstitions. Donc, il y a toujours un humour, même dans la mort. Même quand le mort, je me souviens, moi, quand le mort quitte la maison, qu'il l'amène, là, parce qu'ils ont des beaux chars, des chevaux. Tu sais, les chevaux pour transporter les morts funèbres. Jusqu'à 12 chevaux en avant. Ouais. Et puis là, t'as tout le monde sur le balcon, là, ils sont 48 qui crient, qui pleurent, qui l'appellent pour qu'il revienne à la maison. Tu sais, au fond, c'est triste. D'un autre côté, c'est des gros animaux. Ils l'appellent pour qu'il revienne à la maison. Puis ils crient tous en même temps. Où tu t'en vas? Où tu t'en vas? À Doha. Ce serait bon qu'ils répondent, hein? Ciao. Ciao. Addio. Ah, aspetta, signora, aspetta. L'italiano a lei. Aspetta, dai. Aspetta. Inspirés par l'esprit d'aventure de Caboto et de Verrazzano, les Italiens de Montréal se sont mis dans la tête de conquérir l'hiver. Ça prend un génie tout à fait italien pour cultiver des figuiers dans la neige. Quand le froid arrive, on replie ces grands arbres dans des tombes profondes pour les protéger du vent et du gel. Aux premières chaleurs du printemps, on les exhume, on les réveille. Ce rituel de mort et de résurrection est un peu le symbole de l'expérience italienne au Canada. Si on peut parler d'immigration avec les mots épreuve, souffrance et deuil, on peut aussi en parler comme d'un accomplissement, comme d'un souffle de création, de liberté, de renaissance.